Quand il pleut à Paris, la ville se divise en deux. Ceux qui glissent dans leur voiture de luxe, isolés du monde dans leur siège chauffant, et ceux qui tentent de survivre sur le trottoir avec leur parapluie. Ce matin-là, je faisais partie du deuxième groupe. Je portais mon trench coat beige vieux de 3 ans, mes chaussures de marche confortables et un foulard ordinaire sur la tête. Je me moquais que mes cheveux soient mouillés ou que mon maquillage coule. Car dans mon univers, c'est-à-dire dans les couloirs d'acier froid de la marine française, ce n'est pas votre apparence qui compte, mais le poids de vos décisions. Je m'appelle Laetitia Casta. La plupart des gens marquent une pause lorsqu'ils entendent mon nom, mais lorsqu'ils me croisent dans la rue, ils pensent que je suis une mère fatiguée qui revient de ses courses ou une enseignante à la retraite. Ce qu'ils ignorent, c'est que la femme sous ce trench coat ordinaire dirigeait la plus grande opération logistique militaire de France. En tant que responsable de la logistique et de la gestion des véhicules de la marine, la mobilité de milliers de personnes, de la Méditerranée à la mer du Nord, dépendait de moi. Ma signature pouvait débloquer ou geler des budgets de plusieurs millions d'euros. Mais ce mardi matin-là, j'avais laissé les étoiles sur mes épaules, les médailles sur ma poitrine et les milliers de militaires sous mes ordres dans mon bureau. Pourquoi? Parce que parfois, pour voir la réalité, il faut cacher son pouvoir. Sur mon bureau se trouvait un appel d'offres pour le renouvellement d'une immense flotte de véhicules destinés au commandement de la marine. Pas moins de 200 véhicules de fonction. Il ne s'agissait pas d'un simple achat, mais d'un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros qui faisait saliver toutes les entreprises automobiles parisiennes. Sur le papier, tout semblait parfait. Le prestigieux concessionnaire L'Auto Royal semblait avoir fait la meilleure offre. Les directeurs commerciaux n'arrêtaient pas d'envoyer des roses, des invitations élégantes et des brochures brillantes à mon bureau. Au téléphone, il m'appelait Monsieur l'Amiral, d'une voix tremblante, mais je ne me fie jamais aux chiffres sur le papier. Je regarde les gens dans les yeux. Je veux voir comment ils se comportent sur le terrain, dans le monde réel. Comment se comporteraient-ils sans mon uniforme, sans mes gardes du corps à mes côtés? C'est ce qui m'intéressait vraiment. Je voulais confier l'argent de mon institution non seulement à des voitures de luxe, mais aussi à des personnes de caractère. C'est pourquoi, ce matin-là, j'ai donné congé à mon chauffeur. J'ai fait garer ma voiture officielle au garage. J'ai pris le métro et je me suis rendu dans le quartier le plus cher et le plus snob de Paris, devant cette célèbre galerie. La vitrine était illuminée. Les voitures à l'intérieur étaient polies comme des sculptures dans un musée. Le voiturier à l'entrée m'a jeté un regard inquisiteur. J'ai reconnu dans son regard cette expression familière qui semblait dire « Vous n'êtes pas à votre place ici, vous allez probablement entrer pour demander votre chemin ». À ce moment-là, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Arrêtons-nous un instant. Vous est-il déjà arrivé, en entrant dans un magasin, un restaurant ou un établissement luxueux, de vous sentir invisible, simplement à cause de vos vêtements, de votre âge ou de votre apparence? Avez-vous déjà vécu ce moment où l'on ne vous traite pas comme un être humain à part entière, simplement parce que l'épaisseur de votre portefeuille n'est pas écrite sur votre front? Si la réponse est oui, cette histoire est pour vous. Et croyez-moi, ce qui va se passer dans quelques instants sera une sorte de revanche. Alors installez-vous confortablement et assurez-vous d'avoir bien cliqué sur le bouton s'abonner, car vous ne voudrez pas manquer cette leçon de justice. J'ai poussé la lourde porte vitrée de la galerie et je suis entré. L'intérieur sentait le cuir, le parfum cher et le café fraîchement moulu. La pluie parisienne à l'extérieur avait disparu dans cet environnement calme et stérile. Il y avait 3 ou 4 commerciaux dans le grand salon. Tous étaient tirés à 4 épingles, les cheveux soigneusement coiffés, et se promenaient avec leurs tablettes. Ils m'ont vu. Je peux le jurer. Dès que j'ai franchi la porte, la femme blonde à la réception a levé la tête, a regardé mes chaussures qui étaient légèrement boueuses puis a détourné son regard vers mon trench coat et a immédiatement perdu tout intérêt pour moi avant de se replonger dans son téléphone. Le grand représentant commercial en costume bleu marine, debout au milieu du salon, s'est soudainement plongé dans les dossiers devant lui pour éviter mon regard. Une voix en moi avait envie de rire. « Ah, les enfants !» me suis-je dit. Si vous saviez qui est arrivé, vous étiez en train de dérouler le tapis rouge devant moi. Mais je suis resté silencieux. À pas lents, je me suis dirigé vers la pièce maîtresse du salon, une luxueuse berline noire à l'allure blindée. C'était exactement le modèle que j'avais imaginé pour assurer la sécurité et le confort des commandants de la marine. J'ai posé ma main sur le capot. Le métal était froid et impeccable, dans des conditions normales. Lorsqu'un client touche un véhicule dans un tel showroom, un vendeur doit immédiatement se présenter à ses côtés. Il doit dire « Bienvenue madame, comment puis-je vous aider ?» Mais je suis resté là, seul, la main posée sur ce véhicule de 150 000 euros, pendant 5 bonnes minutes. J'étais invisible. Pour eux, je n'étais rien d'autre que cette tante ennuyeuse qui était entrée par erreur et qui allait bientôt demander « Excusez-moi, où se trouve la station de métro ?» Alors qu'en réalité, j'étais en train de calculer dans ma tête la répartition logistique d'une flotte de 200 véhicules.
les coûts d'entretien et la manière dont ces véhicules seraient intégrés au navire du port de Toulon. Grâce à l'autorité que m'avait conférée l'État, j'avais dans ma poche le pouvoir de remplir, en une seule journée, les objectifs de vente annuels de ce concessionnaire d'un simple trait de plume. Mais eux ne voyaient que mon trench coat mouillé. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas non plus de la déception, c'était plutôt une colère froide, semblable au calme avant la tempête. Un amiral n'agit pas avec ses émotions sur le champ de bataille. Il agit avec stratégie. Et j'avais déclaré cette galerie comme mon champ de bataille. J'ai repéré quelqu'un. Dans un coin, un jeune commercial ambitieux, une tasse de café à la main, racontait une blague à un autre employé et riait aux éclats. Son badge indiquait Antoine, expert senior en vente des. Antoine était si sûr de lui, si arrogant, qu'il était le candidat idéal pour devenir ma proie. Je me suis dirigé vers lui. Il a entendu mes pas, mais ne s'est même pas retourné. Je me suis approché de lui et lui ai dit: excusez-moi. Ma voix n'était ni trop forte ni trop faible. Elle avait un ton autoritaire, mais il était trop occupé pour s'en rendre compte. Antoine s'est lentement retourné vers moi, avec une lassitude qui semblait indiquer que je lui faisais perdre un temps précieux. Son visage affichait non pas un sourire professionnel, mais une impatience insolente. Oui, dit-il. Rien de plus. Pas de je vous en prie. Pas de madame. Juste un oui. Sur le ton de que voulez-vous. La berline noire là-bas. Dis-je en désignant le véhicule de la main. Je voudrais obtenir des informations sur ses caractéristiques techniques et sa consommation de carburant pour un achat de flotte. Antoine m'a d'abord regardé, puis a regardé la voiture que je lui indiquais, puis m'a regardé à nouveau. Son regard était si clairement méprisant qu'il n'avait même pas besoin de le dire. Mais il a quand même choisi de le dire. Et ce fut le début de la plus grande erreur de sa vie. Antoine ne savait pas encore que les mots qui allaient sortir de sa bouche allaient non seulement mettre en péril sa carrière, mais aussi l'avenir de son entreprise. Et moi, la vice-amirale Laetitia Casta, j'étais impatiente d'attiser ce feu. Mais avant cela, j'allais leur permettre de mettre ma patience à rude épreuve. Car lorsqu'un ennemi commet une erreur, il ne faut jamais le déranger. Antoine m'a regardé. Dans son regard, j'ai vu comment un être humain peut catégoriser un autre être humain en quelques secondes et le jeter dans la poubelle des indésirables. À ses yeux, j'étais quelqu'un qui venait acheter un cadeau à son petit enfant avec sa pension de retraite, mais qui s'était trompé de rayon en entrant dans celui des articles de luxe. Les caractéristiques techniques, répéta-t-il. Sa voix trahissait l'ennui d'un professeur obligé d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans. Il prit une gorgée de café, sans même prendre la peine de reposer sa tasse sur la table. « Écoutez, madame, » dit-il sans se tourner complètement vers moi, en parlant à demi-mot. « Ce véhicule est très puissant. Vous appuyez sur l'accélérateur et il avance. Il est également spacieux. Le coffre est suffisamment grand pour vos sacs de course. Vous n'avez rien d'autre à savoir. » Il sourit. Mais ce n'était pas un sourire de politesse, c'était un sourire qui disait « Allez, partez maintenant ». Une personne normale aurait été gênée par cette attitude. Elle aurait peut-être présenté ses excuses et serait partie. Mais moi, lors d'un exercice en Méditerranée, même lorsque les moteurs de mon navire sont tombés en panne, mon pouls n'a pas dépassé 70. Cette arrogance bon marché ne pouvait pas m'effrayer. Elle ne faisait qu'éveiller ma curiosité et, je dois l'avouer, mon instinct de chasseuse. J'ai pris une profonde inspiration. Sans changer le ton de ma voix, j'ai parlé sans le quitter des yeux. Je suppose que tu pars quand tu appuies sur l'accélérateur, Antoine. Ai-je dit. Il a légèrement sursauté lorsque j'ai lu mon nom sur mon badge. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le châssis de ce véhicule peut supporter la charge supplémentaire de 1,5 tonnes résultant d'un blindage de niveau B7 sans modification du système de suspension. De plus, lors des convois, nous aurons besoin d'un couple élevé à bas régime. Quelle est la courbe de couple de ce moteur à 1500 tours minute? Le sourire factice d'Antoine s'est figé. La tasse de café qu'il tenait à la main est restée suspendue dans les airs. J'ai vu une lueur de surprise passer dans ses yeux. Pendant un instant, juste un instant, j'ai senti qu'il se demandait qui est cette femme. Les questions que je posais n'étaient pas celles d'une femme au foyer, mais celles d'un ingénieur ou d'un amiral. Mais Antoine était prisonnier de son orgueil. Il effaça immédiatement ce doute passager. Dans son esprit, il me classa dans la catégorie femme folle qui récite des termes absurdes appris sur Internet. Car admettre qu'il avait tort aurait signifié reconnaître qu'il avait commis une erreur. Et les gens comme Antoine ne commettent jamais d'erreur. Une armure? Dit-il en riant avec mépris. Madame, nous sommes à Paris. Vous n'allez pas sur un champ de bataille. Ce véhicule est de fabrication standard et, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin d'une armure pour aller faire vos courses. Sans me laisser le temps de répondre, la porte du showroom s'ouvrit. Un homme vêtu d'un costume italien bleu marine, une mallette en cuir à la main et les cheveux gominés, entra. L'énergie, j'ai de l'argent.
qu'il dégageait activa immédiatement le radar d'Antoine. Antoine abandonna en une seconde le masque blasé qu'il avait affiché en me parlant. Il afficha un sourire si éclatant, chaleureux et engageant qu'il aurait fait pâlir d'envie un acteur oscarisé. Il me tourna le dos. Oui, littéralement, avant même que j'aie fini ma phrase, alors que j'étais encore devant lui, il me tourna le dos. « Ah, monsieur Bernard !» s'écria Antoine. « Bienvenue, bienvenue. Je vous attendais. » Monsieur Bernard se dirigea vers le centre de la galerie et Antoine passa comme un vent à côté de moi pour courir vers lui. Il me laissa là, près du capot de la berline noire, comme un fantôme. À cet instant, le sang se glaça dans mes veines. Le manque de respect est la seule chose qu'un soldat ne peut tolérer. Votre ennemi peut essayer de vous tuer, c'est dans la nature des choses. Mais vous ignorez, vous traitez comme si vous n'existiez pas. Voilà ce qui justifie la guerre. Je suis resté immobile à ma place. Antoine et monsieur Bernard, à quelques mètres de moi, se sont serrés la main et ont commencé à plaisanter. Avez-vous vu nos nouveaux modèles, monsieur ? Disait Antoine d'un ton respectueux que je ne lui connaissais pas. J'ai préparé la série spéciale que je vous ai réservée à l'arrière. Monsieur Bernard m'a jeté un regard en coin. Il a chuchoté quelque chose à Antoine. Il lui demandait probablement qui est cette femme. Je n'ai pas besoin de tendre l'oreille pour entendre la réponse d'Antoine, car il prononça cette phrase méprisante à voix haute, de manière à ce que je puisse l'entendre. Il se tourna vers moi, le dégoût se lisant désormais sans détour sur son visage. « Madame », dit-il en élevant la voix. Toute la galerie se retourna pour nous regarder. La réceptionniste, les autres clients. « Écoutez, je suis en train de m'occuper d'un client important. Pour être franc, les véhicules que vous examinez sont très chers. Ils dépassent largement votre budget. » Il marqua une pause, puis porta le coup de grâce « Veuillez regarder les modèles plus économiques dans la vitrine. Ou peut-être que notre section d'occasion, située dans la rue derrière, vous conviendrait mieux. » Un silence s'est abattu sur la salle. C'était ce silence embarrassant qui suit une gifle. Tout le monde s'attendait à ce que je sois honteux, que je baisse la tête et que je m'enfuis en rougissant. Même monsieur Bernard a esquissé un léger sourire. Mais je ne me suis pas enfui. J'ai lentement glissé ma main dans la poche de mon trench coat. Antoine, pensant peut-être que j'allais sortir une arme, s'est tendu. Mais j'ai sorti quelque chose de bien plus dangereux qu'une arme. Ma carte de visite, celle que m'avait donnée l'État. Avec le blason doré de la République française et les bords en relief. Je ne me suis pas dirigé vers Antoine à grands pas. Je suis simplement resté où j'étais. J'ai posé la carte que je tenais dans ma main sur le capot de la berline noire à 150 000 € qu'il vantait tant et qui dépassait mon budget. Juste au-dessus du logo de la marque, de manière à produire un tintement métallique. Vous avez raison, Antoine. Ai-je dit. Ma voix était si calme que tout le monde dans la salle a frissonné. Cette voiture dépasse mon budget. Parce que je ne m'achète pas de voiture. Antoine m'a regardé avec étonnement, tandis que ma carte de visite brillait comme du marbre blanc sur le capot noir. Je fais des achats au nom de la marine française. Et je pense que vous venez de prendre la pause café la plus chère de votre vie. Je me suis retourné. J'ai vu du coin de l'œil la porte du bureau du directeur de la galerie s'ouvrir et un homme trapu et chauve se précipiter dehors. Mais il était trop tard. Le jeu était terminé. Et l'heure de la chasse avait commencé. Quand on entre dans une pièce, il est difficile de sentir que l'énergie qui y règne a changé. Mais quand on y laisse la vérité, observez comment cette énergie se brise n'a pas de prix. Cette petite carte de visite dorée posée sur le capot de la berline noire était bien plus qu'un simple bout de papier. Elle était la pierre tombale de la carrière d'Antoine. Antoine regardait la carte. Il cligna des yeux. Son cerveau refusait d'accepter ce qu'il lisait. Contre-amiral Laetitia Casta, chef de la logistique et de la gestion des véhicules de la marine. Je vis le sang se retirer de son visage, ses lèvres tremblaient. Il essayait de comprendre que la femme qui venait de lui dire « Vous n'avez pas besoin d'une armure pour aller au supermarché, ma tante », était en fait l'un des officiers disposant du plus grand pouvoir de décision en matière de dépenses militaires en France. À ce moment-là, le directeur de la galerie, M. Lefebvre, sortit précipitamment de son bureau aux portes vitrées et nous rejoignit, haletant. Gouttes de sueur perlaient sur son front. Il m'avait manifestement reconnu dès que j'avais franchi la porte, mais n'avait pas pu me rattraper. Ou peut-être était-il arrivé trop tard pour insister à cette scène honteuse impliquant son personnel. « Madame l'amiral », dit Lefebvre d'une voix tremblante. Il repoussa Antoine brutalement et fit presque une révérence devant moi. « Quel honneur ! Accueillir dans notre galerie, enfin, une commandante telle que vous. » Je m'arrêtai. Je ne le regardais même pas. Mon regard était toujours fixé sur Antoine, les épaules affaissées, essayant de tenir la tasse de café qu'il tenait dans sa main. « Un honneur, monsieur Lefebvre ?» demandai-je, ma voix glaciale figant toute la salle. « Je ne vois aucun honneur ici. Je ne vois que des préjugés, de l'arrogance et un incroyable manque de professionnalisme.
Monsieur Bernard, ce client important, serrait fermement son sac en cuir, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais lorsqu'il entendit le titre d'amiral, il recula instinctivement d'un pas. Lui aussi savait que la seule chose que l'argent ne pouvait acheter était l'autorité conférée par l'État. Lefebvre se tourna désespérément vers Antoine. Ses yeux reflétaient une colère pure. Antoine, qu'avez-vous fait? Avez-vous manqué de respect à l'amiral Casta? Antoine balbutia, monsieur, je voulais juste. C'est-à-dire, le budget. Budget, l'ai-je interrompu. Le simple fait qu'il prononce ce mot me donnait la nausée. J'ai sorti de mon sac un mince dossier recouvert de cuir. Ce dossier contenait l'appel d'offres qui faisait rêver ces gens, mais qui allait bientôt se transformer en cauchemar. Vous avez raison, dis-je en agitant le dossier en l'air. C'est une question de budget. Savez-vous pourquoi je suis venu ici? Tout le monde dans le salon, la réceptionniste, les autres clients, même le personnel de nettoyage, s'était arrêté pour m'écouter. Nous renouvelons le parc automobile de la marine militaire dans les régions de Paris et de Toulon. Il s'agit de 200 véhicules au total. Tous sont des berlines noires comme celle qu'Antoine conduit actuellement. À cela s'ajoute un contrat d'entretien et de maintenance de 5 ans. Les yeux de Lefebvre sont sortis de leurs orbites. Il avait commencé à faire le calcul dans sa tête. 200 véhicules, multipliés par 150 000 euros, plus les frais de service. C'était un contrat de plus de 30 millions d'euros. Cela signifiait multiplier par 5 le chiffre d'affaires annuel du concessionnaire d'un seul coup. Le contrat était prêt, dis-je en soulignant délibérément la déception dans ma voix. J'avais examiné votre offre. Mon équipe technique l'avait approuvée. Je voulais juste venir ici pour voir une dernière fois le caractère des personnes avec lesquelles nous allions travailler. Parce que dans la marine, nous n'investissons pas seulement dans les machines, mais aussi dans les personnes. Je fis un pas vers Antoine. Il était tellement effrayé qu'il trébucha en arrière et heurta le dos de la voiture. Mais je vois que vous choisissez vos clients en fonction de leurs vêtements et non de leur compte en banque. Vous n'avez pas aimé mon trench coat. Vous avez méprisé la boue sur mes chaussures. Et vous m'avez mis à la porte pour le portefeuille de monsieur Bernard. Lefebvre s'est précipité, joignant les mains en signe de supplication. Mon amiral, je vous en prie. C'était une erreur, Antoine. Ce jeune, il manque d'expérience. Je vais le renvoyer immédiatement. Je vous jure qu'il va faire ses valises tout de suite. Ne résiliez pas le contrat, je vous offre des réductions spéciales. Je levai la main pour le faire taire. Renvoyer quelqu'un ne change pas les mentalités, monsieur Lefebvre. Dis-je calmement. Mes soldats au front ou en pleine mer risquent leur vie alors qu'ils sont couverts de graisse et de boue. Je ne supporte pas que la société qui vend les véhicules qu'ils conduisent ait une mentalité qui les juge sur leur apparence. Je remis le dossier dans ma mallette. Le bruit de la fermeture éclair fut le son le plus fort que l'on ait entendu dans cette salle. Ce bruit était celui de millions d'euros qui s'envolaient. Cette enchère est terminée. Ai-je déclaré d'un ton catégorique. Et soyez assurés que j'ajouterai cette expérience à mon rapport. Je veillerai à ce que vous soyez exclus non seulement de cette succursale, mais aussi de toute la chaîne d'approvisionnement de votre marque. Je me suis retourné. Antoine s'était effondré sur place, la tête entre les mains. Il venait de perdre la plus grosse prime de sa vie, simplement parce qu'il avait jugé une femme sur son apparence. En me dirigeant vers la porte, je suis passé devant monsieur Bernard. Il me regardait avec étonnement. Je me suis arrêté et lui ai souri légèrement. Bonne chance avec votre voiture, monsieur, lui ai-je dit. J'espère que le service après-vente est bon. Mais je vous conseille de toujours porter un costume lorsque vous venez ici. Sinon, il pourrait vous mettre à la porte. J'ai poussé la porte et je suis sorti. Il pleuvait toujours, mais cela ne me mouillait plus. Car le feu qui brûlait en moi était assez puissant pour évaporer chaque goutte. J'ai entendu Lefebvre crier derrière moi, mon amiral. S'il vous plaît. Attendez. Mais je ne me suis pas retourné. En sortant, je me suis retourné une dernière fois et j'ai interpellé Antoine, figé sur le seuil. J'espère que le café de la concurrence est meilleur, Antoine. Parce que c'est chez eux que je vais dépenser ce budget. Une fois dans la rue, j'ai pris une profonde inspiration. L'air gris de Paris a rempli mes poumons. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Au contraire, j'étais plus déterminé que jamais. Ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était une question d'honneur. Et je ne laisserai personne bafouer mon honneur. J'ai trouvé le numéro de mon commandant dans l'annuaire et j'ai appuyé sur la touche d'appel. Il a répondu dès la première sonnerie. Au service de votre majesté, amiral. Lieutenant. Ai-je dit d'une voix métallique. Interrompez toutes les négociations avec l'auto royal. Fermez le dossier. Et passez-moi le PDG de la société concurrente. Nous leur faisons une offre qu'ils ne pourront pas refuser. À vos ordres, amiral. Que devons-nous indiquer comme motif? Je regardais la rue, la circulation et les gens qui se pressaient. La raison, dis-je. La raison, manque de vision et faillite des valeurs humaines.
Je raccrochai le téléphone. Était-ce une victoire? Oui, mais la guerre ne faisait que commencer. Car ce que j'avais vu dans cette galerie n'était pas seulement l'erreur d'un vendeur. C'était un système défaillant qui devait être corrigé. Et je n'avais pas l'intention de m'arrêter avant d'avoir réparé ce système. Si, au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes senti inférieur face à un vendeur, un serveur ou un responsable, écoutez-moi bien. Car ma prochaine étape consistait à mettre en œuvre un plan qui allait bouleverser non seulement cette galerie, mais aussi cette mentalité arrogante. Avez-vous déjà été humilié à cause de votre argent? Ou avez-vous déjà été mis à la porte à cause de votre apparence physique? Si la réponse est oui, écrivez-moi aussi, dans les commentaires, parce que vous n'êtes pas seul. Et dans la suite de cette histoire, vous verrez comment ces petits esprits ont été rabaissés, et cela vous réchauffera le cœur. La colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, vous consume. Mais lorsqu'elle est maîtrisée, elle se transforme alors en arme. Lorsque je suis sorti de la galerie, ma colère était toujours vive, mais elle n'était plus chaotique. Elle s'était affinée, comme un scalpel. De retour au quartier général, j'étais impatient de me débarrasser de mon costume de tante ordinaire. Je suis entré dans ma chambre. Mon bureau, avec son grand bureau en acajou et ses tableaux représentant des batailles navales accrochés au mur. C'était mon repère. J'ai suspendu mon trench coat beige. À sa place, j'ai enfilé mon uniforme bleu marine, orné de galons dorés sur les épaules et de médailles sur la poitrine. Lorsque je me suis regardé dans le miroir, la femme sans le sou qu'Antoine avait vue avait disparu. À sa place se trouvait la vice-amirale Laetitia Casta, représentant la puissance navale de la France. Je me suis assise à mon bureau. Mon commandant, le lieutenant Moreau, est entré avec une tablette à la main. Il avait un léger sourire aux lèvres. Amiral, dit-il, l'auto royal a passé 12 appels sans réponse. Le directeur de la galerie, Monsieur Lefebvre, a envoyé 3 fois des fleurs au secrétariat. Et je crois que leur PDG essaie de joindre le cabinet du ministre. J'ai souri. Qu'ils appellent. Ai-je répondu calmement. La panique est la fidèle ombre des erreurs. Laissons-les transpirer encore un peu. Ne répondez pas au téléphone. Envoyez les fleurs à la cantine, cela fera plaisir au personnel. Et la société concurrente? Le groupe Mercier? Passez-le-moi. Ai-je dit. Je veux parler au PDG Henri Mercier en personne. Henri Mercier était l'un des grands noms du monde automobile parisien, le plus grand rival de l'Auto Royal. Il tentait depuis des années de remporter cet appel d'offres naval. Mais il échouait toujours de peu à cause des spécifications techniques. Lorsque je décrochais le téléphone, je pouvais entendre la surprise dans sa voix. Amiral Casta, dit-il. Quel honneur inattendu. Comment puis-je vous aider? Monsieur Mercier, dis-je en conservant un ton officiel. Je ne vous retiendrai pas longtemps. J'ai sur mon bureau un appel d'offres pour une flotte de 200 véhicules. Techniquement, l'Auto Royal était en tête. Mais aujourd'hui, ils ont échoué sur le plan éthique. Il y eut un profond silence à l'autre bout du fil. Henri avait senti l'odeur d'une opportunité qui flottait dans l'air. Je comprends, amiral, dit-il en adoptant immédiatement un ton sérieux. L'éthique est la pierre angulaire de notre entreprise. Nous allons le vérifier. Ai-je répondu. Je ne veux pas entendre parler des caractéristiques techniques des voitures, monsieur Mercier. Je les connais déjà. Je veux autre chose. Je veux que vous veniez immédiatement au quartier général. Je ne veux pas que vous veniez avec votre directeur commercial, mais avec votre directeur de la communication. Le directeur de la communication. Mais, amiral, pour le contrat. Le contrat n'est qu'un bout de papier, monsieur. L'ai-je interrompu. Je veux faire passer un message. Si vous voulez remporter cet appel d'offres, soyez dans mon bureau dans 45 minutes. Je serai là dans 30 minutes, amiral. Je raccrochai le téléphone. Je m'adossai à mon fauteuil et regardai Paris par la fenêtre. L'Auto Royal tenait actuellement des réunions de crise. Avait probablement déjà mis Antoine à la porte et essayait d'évaluer les dégâts. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les dégâts ne faisaient que commencer. Henri Mercier était à ma porte 30 minutes plus tard, comme promis. À ses côtés se tenait une femme au regard intelligent, un carnet à la main, Claire, la directrice de la communication. Henri s'inclina respectueusement en me voyant en uniforme. Cela n'avait rien à voir avec la fausse révérence de Lefebvre. C'était le respect que le pouvoir vaut au pouvoir. Asseyez-vous, dis-je. Je jetai devant eux le projet de contrat que j'avais annulé avec l'Auto Royal. Ce dossier représente un budget de 32 millions d'euros. Ai-je déclaré. Les yeux d'Henri se sont illuminés à la vue de la couverture du dossier. Je peux vous l'accorder. La qualité de vos voitures est comparable à la leur. Mais j'ai une condition. Henri se pencha en avant. Nous sommes prêts à effectuer toutes les modifications techniques nécessaires, amiral. Pas technique, Henri. Ai-je répondu. Une modification sociale. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Nous ne signerons pas cet accord en catimini.
Je veux une grande conférence de presse, mais pas une simple cérémonie de signature. Vous lancerez une campagne sur le thème service sans préjugés. Dans vos publicités, vos vitrines, vos formations du personnel, vous mettrez l'accent sur le fait que nous ne regardons pas la tenue de nos clients, mais leur personnalité. Henri était surpris. Mais cela ferait directement référence à l'Auto Royal, amiral. Cela ferait beaucoup de bruit dans le secteur. C'est exactement ce que je veux, dis-je en le regardant dans les yeux. Sans citer leur nom, je veux que tout le monde parle d'eux. Je fais de leur honte votre stratégie marketing. Acceptez-vous. Henri Mercier était un homme intelligent. Il comprit immédiatement que cette stratégie permettrait non seulement de vendre 200 voitures, mais aussi de détruire l'image de marque de son concurrent. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Amiral, dit-il, non seulement j'accepte, mais je propose même de faire un don supplémentaire à la marine pour que vous soyez l'égérie de cette campagne. Je n'ai pas besoin d'être le visage de cette campagne, répondis-je. Préparez simplement les voitures, et imaginez le visage de cet arrogant vendeur dans la salle d'exposition, car il verra son erreur sur chaque panneau publicitaire de cette campagne. Nous nous sommes serrés la main. Mercier et son équipe quittèrent la pièce, enthousiasmés à l'idée d'avoir conclu l'affaire de leur vie, tandis que je retournais à mon bureau. Le lieutenant Moreau entra. Amiral, le propriétaire de l'Auto Royal est au téléphone. Il insiste beaucoup. Que lui disons-nous? Je regardais le voyant clignotant du téléphone. Dites-lui, ai-je répondu d'une voix glaciale, que l'amiral est occupé. Il prend un café avec ses nouveaux partenaires. Et ce café a bien meilleur goût que le leur. Ce n'était pas seulement un accord commercial. C'était un coup de massue asséné à un chameau arrogant. L'Auto Royal avait perdu 32 millions d'euros, mais ce qu'elle allait vraiment perdre, c'était sa réputation. Et moi, j'avais déjà planifié mon prochain coup sur cet échiquier, car les gens comme Antoine et ceux qui les ont créés, comme Lefebvre, n'apprennent la leçon que lorsqu'ils perdent de l'argent, mais aussi lorsqu'on leur explique devant tout le monde pourquoi. Ils ont perdu. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? La grande conférence de presse. Et j'y inviterai un invité surprise. La vengeance la plus douce est celle qui est servie avec succès. Comment pensez-vous que l'Auto Royal va réagir à ce coup? Et qui pourrait être cet invité surprise? Écrivez vos pronostics dans les commentaires. Dans la guerre, les balles les plus efficaces ne sont pas celles qui sortent du canon, mais celles qui s'enfoncent dans les esprits. Le lendemain matin, lorsque Paris s'est réveillé, la ville s'était réveillée non seulement sous la pluie, mais aussi sous l'effet de mon message. Henri Mercier et son équipe avaient travaillé avec une discipline militaire. Tout au long de la nuit, les panneaux d'affichage des rues les plus fréquentées de Paris, les stations de métro et les flux des réseaux sociaux avaient été recouverts d'un seul et même message, service sans préjugés. Il ne citait aucun nom. Il n'accusait pas l'Auto Royal. Mais tout le monde pouvait lire entre les lignes. En particulier les employés de l'Auto Royal. Mon réseau d'information me relayait minute par minute le chaos qui régnait ce matin-là chez l'Auto Royal. Lorsque Lefebvre est arrivé au bureau, il a trouvé le journal du jour sur son bureau. Le groupe Mercier avait publié une annonce en pleine page. L'annonce annonçait que le contrat de 200 véhicules conclu avec la marine avait été signé dans le respect des valeurs éthiques. Lefebvre était rouge de colère. Quelle audace! S'écriait-il. Ils nous ont volé notre contrat. Mais le pire était à venir. Le pire, ce furent les appels téléphoniques des clients. Sans en connaître la raison exacte, les gens avaient entendu dire que l'Auto Royal traitait ses clients avec mépris. Les rendez-vous étaient annulés, les commandes mises en attente. Et Antoine? Il était venu travailler ce matin-là, mais il était comme un fantôme. Personne ne le regardait. Lefebvre ne l'avait pas encore licencié, car Antoine était pour l'instant le bouc émissaire idéal sur lequel faire porter toute la responsabilité. Le licencié reviendrait à reconnaître son erreur. Le garder et l'écraser était une punition dont Lefebvre tirait un plaisir sadique. De mon côté, dans mon bureau, je préparais le deuxième coup de la journée. Le lieutenant Moreau entra dans la pièce. « Amiral, dit-il, tout est prêt pour la conférence de presse. Toutes les chaînes nationales envoient un car régie. Les journalistes spécialisés dans la défense seront là, ainsi que la presse People. Tout le monde se demande la raison de ce changement soudain. Très bien, répondis-je. Et le coursier spécial? A-t-il effectué la livraison? Moreau sourit. Oui, monsieur. Le coursier vient d'entrer à l'Auto Royal. Il a remis l'enveloppe en main propre à Antoine. Antoine s'attendait à trouver une assignation à comparaître dans l'enveloppe, ou une demande d'indemnisation. Mais ce qui l'y trouva le choqua, lui et Lefebvre. C'était une invitation à la conférence de presse organisée par le groupe Mercier, dont j'étais le principal intervenant. Elle portait la mention invité VIP Antoine et son directeur. Lefebvre regarda l'invitation et éclata de rire. Un rire nerveux, hystérique. « Tu vois Antoine ?» dit-il. « Ils nous appellent. Peut-être ont-ils changé d'avis.
Peut-être ne s'entendent-ils pas avec Mercier et veulent-ils nous récupérer? Ah, je le savais. La marine ne peut pas rouler dans ces voitures Mercier de mauvaise qualité. Ils ont besoin de nous. Antoine n'en était pas si sûr. Il avait vu l'expression dans mes yeux. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était une invitation à l'échafaud. On n'y va pas, n'est-ce pas, monsieur? Demanda Antoine d'une voix tremblante. Lefebvre ajusta sa cravate. Nous y allons, imbécile. Nous y allons et nous récupérons cet accord. Enfile ton plus beau costume. Nous allons nous faire pardonner par l'amiral. La salle de bal était bondée. Henri Mercier, en tant qu'hôte, accueillait les invités. J'étais encore en coulisses. J'observais la salle à travers le rideau. Et les voilà. Monsieur Lefebvre, vêtu de son costume le plus cher, essayait de distribuer des cartes de visite avec son sourire collant. À ses côtés se trouvait Antoine. Il était blanc comme un linge. Il semblait aussi effrayé que s'il assistait à ses propres funérailles. Il regardait les gens se faire prendre en photo devant les affiches service sans préjugés, et sursautait à chaque flash. Il les avait placés au premier rang, non pas dans la section protocole, mais à la table des invités spéciaux, d'où ils avaient une vue imprenable sur la scène et d'où ils ne pouvaient s'échapper. L'équipe d'Henri Mercier savait ce qu'elle faisait. Les lumières s'éteignirent. Une musique dramatique retentit. Henri Mercier entra en scène. « Mesdames et messieurs, dit-il, nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour célébrer un nouvel accord sur la flotte, mais aussi pour inaugurer une nouvelle ère. Et l'architecte de cette ère est une personne qui nous a appris non seulement à acheter des véhicules, mais aussi à gagner des personnes. Je vous présente la vice-amirale Laetitia Casta. » Les applaudissements ont éclaté. En marchant vers la scène, j'étais impatient de voir l'expression pleine d'espoir sur le visage de Lefebvre se transformer peu à peu en horreur. Je me suis avancé vers le podium. J'ai ajusté le micro. La salle est devenue silencieuse. Mon regard s'est posé directement sur la table où se trouvait Antoine. Antoine a baissé la tête. Lefebvre, quant à lui, me souriait toujours avec son sourire stupide et avide. « Merci. » ai-je dit. Ma voix a résonné dans la salle. En tant qu'officier de marine, ma vie est consacrée à la gestion des risques. Nous analysons les tempêtes, les navires ennemis et les menaces stratégiques. Mais parfois, la plus grande menace ne se trouve pas en haute mer, mais dans les rues les plus luxueuses de Paris, derrière la vitrine d'un magasin. Un murmure parcourut la salle. Le sourire de Lefebvre se mit à trembler. Il essayait de comprendre où je voulais en venir. Aujourd'hui, nous célébrons ici la conclusion d'un contrat portant sur 200 véhicules. Mais je ne vais pas vous parler de la puissance de ces véhicules. Je vais vous parler de cette autre entreprise qui nous a empêchés d'acheter ces véhicules et de la leçon qu'elle nous a enseignée. J'ai légèrement indiqué de la main la table où Antoine et Lefebvre étaient assis. Les projecteurs se sont tournés vers eux pendant un instant. Parfois, un vendeur ne se contente pas de vendre un produit à son client. Je dis en fixant Antoine du regard. Il essaie de lui faire comprendre qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, qu'il doit connaître ses limites. Mais ils oublient une chose, les limites de certains clients dépassent votre imagination. Le visage de Lefebvre est devenu livide. Il avait compris. Ce n'était pas un repas de réconciliation. C'était une exécution publique. Et je n'avais même pas encore révélé ma surprise. À ce moment-là, j'ai senti tout le monde dans la salle retenir son souffle. Antoine voulait se cacher sous la table. Mais le coup de grâce allait arriver. Car je n'allais pas seulement les écraser avec mes mots, mais aussi avec le poids de l'État. Antoine et son directeur pensaient être venus demander pardon. Mais ils étaient en réalité venus insister à leur propre fin. Selon vous, quelle grande surprise les attendait dans la scène suivante? Que pouvait bien être le poids de l'État dont parlait l'amiral? Écrivez vos suppositions dans les commentaires. Quand vous pointez quelqu'un du doigt devant tout le monde, deux choses peuvent se produire, soit cette personne prend peur et s'enfuit, soit elle attaque. Monsieur Lefebvre était du second type. Les personnes arrogantes attaquent toujours lorsqu'elles sont acculées. Lefebvre renversa sa chaise et se leva d'un bond. Son visage était rouge comme s'il allait exploser. Les caméras se tournèrent immédiatement vers lui. « C'est scandaleux !» s'écria-t-il d'une voix tremblante. « Vous nous avez invités ici pour nous insulter ? Vous ne pouvez pas salir la réputation d'une institution commerciale respectable lors du lancement d'une entreprise concurrente. » Mes avocats. Je serrais fermement le micro dans ma main. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'avais le micro, j'avais la scène et surtout, j'avais le pouvoir. « Asseyez-vous, monsieur Lefebvre. » dis-je. L'autorité dans ma voix était si évidente que même les serveurs dans la salle se figèrent. Je n'ai pas encore fini. Et avant de parler de vos avocats, il y a quelqu'un d'autre que vous devez écouter. J'ai pointé du doigt le côté droit de la scène. Permettez-moi d'inviter sur scène le colonel Jean-Luc Vallery, président du comité d'éthique et d'approvisionnement du ministère de la Défense. Le teint de Lefebvre passa du rouge au blanc cadavérique. Le colonel Vallery, en uniforme officiel, monta sur scène, un dossier bleu à la main.
Il était connu au ministère sous le nom de Point de Fer et était la hantise des fournisseurs. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Antoine, agrippé au verre d'eau posé sur la table, respirait comme s'il étouffait. Le colonel Valery s'est approché du podium, m'a salué et s'est penché vers le micro. Mesdames et messieurs, dit le colonel d'une voix qui résonnait comme un verdict, la République française n'attend pas seulement des produits de qualité de la part de ses fournisseurs. Elle attend également qu'ils respectent les principes fondamentaux de la République, à savoir l'égalité et le respect. Lefebvre s'effondra sur sa chaise. Il comprit ce qui allait se passer. Le colonel leva le dossier qu'il tenait à la main. Suite au rapport du contre-amiral Casta et au contrôle client mystère que nous avons effectué par la suite. Antoine leva la tête. Dans ses yeux, on pouvait lire la question d'âme client mystère. Oui, je n'étais pas le seul à m'y être rendu. Dans les 24 heures qui ont suivi l'incident, j'avais envoyé 2 autres inspecteurs en civil qui avaient également constaté le même traitement arrogant. Le colonel poursuivit. Il a été constaté que la société Loto Royal appliquait systématiquement des politiques commerciales discriminatoires. C'est pourquoi notre ministère a pris la décision suivante, la société Loto Royal est exclue de tous les marchés publics et de la liste des fournisseurs de l'État pendant 5 ans pour pratiques commerciales contraires à l'éthique. Elle est donc mise sur liste noire. Cela a eu l'effet d'une bombe dans la salle. 5 ans. Il ne s'agissait pas seulement des marchés publics de la marine. Il y avait aussi les véhicules de police, les véhicules officiels du ministère, les flottes municipales. D'un seul coup, l'Auto Royal venait de perdre son plus gros client en France, à savoir l'État. Cela représentait une perte non pas de millions, mais de centaines de millions d'euros. Lefebvre s'est levé d'un bond en criant « Non, ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas faire ça ». Mais cette fois, personne ne l'écoutait. Henri Mercier, au bord de la Seine, souriait légèrement, tel un commandant victorieux. « Il y a plus », dis-je en m'approchant à nouveau du micro. Je couvris les cris de Lefebvre. Cette décision de mise sur liste noire a été publiée ce matin au journal officiel. Et en ce moment même, les inspecteurs du ministère des Finances doivent être en train d'entrer dans les locaux de l'Auto Royal pour procéder à un contrôle fiscal. Antoine, incrédule, se couvrit le visage de ses mains. Non seulement il avait perdu son emploi, mais il était également entré dans l'histoire comme celui qui avait causé la faillite de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Monsieur Lefebvre, dis-je en le regardant une dernière fois, vous nous avez dit que notre budget était insuffisant. Je vous pose maintenant la question suivante, votre budget est-il suffisant pour faire face à la puissance de l'État? Les agents de sécurité s'approchèrent gentiment mais fermement de Lefebvre et Antoine. Messieurs, dit le chef de la sécurité, veuillez quitter la salle. Votre présence nuit au bon déroulement de notre lancement. Lefebvre, ce n'est pas fini, Casta. Ce n'est pas fini, criait-il en se laissant entraîner, tandis qu'Antoine ne disait pas un mot. Il s'est simplement levé et m'a regardé une seconde. Son regard n'était plus empreint d'arrogance. Il n'y avait plus que de la peur et du regret. Il a quitté la salle comme un cadavre ambulant. Alors qu'il sortait, les centaines de personnes présentes dans la salle, les invités du groupe Mercier, les journalistes, les hommes d'affaires, se sont tous levés. Et ils ont commencé à applaudir. Ils n'applaudissaient pas pour moi, mais pour la justice qui avait été rendue. Je descendis de l'estrade et me dirigeai vers Henri Mercier. Henri me tendit la main. C'était impressionnant, amiral, dit-il. Terriblement impressionnant. Ce n'était qu'un avertissement, Henri, ai-je répondu. J'espère que votre équipe en a bien pris note. Ils l'ont bien compris, amiral, répondit Henri avec sérieux. Ils ne l'oublieront jamais. Lorsque je quittai l'hôtel ce soir-là, Paris était encore illuminé. Mais une période sombre commençait pour l'Auto Royal. Cependant, mon travail n'était pas encore terminé, car Lefebvre avait crié en partant « Ce n'est pas fini ». Et tant que mon ennemi respirerait, je ne serais pas sûr d'avoir gagné la bataille. Qui se cachait derrière Lefebvre? D'où tirait-il son courage? Et que révélerait réellement ce contrôle fiscal? C'était là la fin de la partie arrogance de l'histoire. Maintenant, la partie crime commençait. L'ivresse de la victoire est le piège le plus dangereux dans lequel un soldat puisse tomber. Lorsque votre ennemi est à terre, si vous pensez qu'il est mort et que vous lui tournez le dos, vous serez poignardé dans le dos. La menace lancée par Monsieur Lefebvre en quittant la salle ce soir-là, son cri ce n'est pas fini, était-elle seulement le délire d'un ego blessé? Ou était-ce le dernier avertissement d'un criminel acculé? Je n'ai pas tardé à connaître la réponse. L'homme en face de moi était Pierre Dubois, inspecteur en chef de la brigade spéciale du ministère des Finances. On le surnommait Termite, car il rongeait les fondations des entreprises dans lesquelles il s'introduisait, ne s'arrêtant que lorsqu'il avait trouvé les pourritures les plus profondes. Mon amiral, dit Dubois en posant le gros dossier qu'il tenait à la main sur mon bureau. Sa voix était sèche, dénuée d'émotion. La descente que nous avons effectuée chez l'Auto Royal a donné des résultats bien plus intéressants que prévu. Je dois vous féliciter d'avoir été grossier.
car grâce à cette grossièreté, vous avez comblé une lacune que nous cherchions à combler depuis des années. Je haussai les sourcils. De la fraude fiscale? Dubois a fait quelque chose qu'il fait rarement, il a esquissé un léger sourire. Si seulement c'était aussi simple. Amiral, l'Auto Royal semble avoir vendu 400 voitures de luxe l'année dernière. Mais lorsque nous avons examiné les registres des stocks et les documents d'importation, nous avons constaté que seuls 250 véhicules avaient été dédouanés. Le calcul était simple, mais effrayant. Donc, 150 voitures n'ont jamais existé. Dame voiture fantôme, répondit Dubois. Ils ont vendu des voitures qui n'existent pas. Mais à qui? En examinant la liste des clients, nous avons constaté que les ventes avaient été effectuées à des sociétés inexistantes, à des sociétés boîtes aux lettres et à certains non familiers. Ce ne sont pas des ventes, amiral. Il s'agit d'une opération de blanchiment d'argent. À ce moment-là, tout s'est mis en place. L'arrogance d'Antoine, l'excès de confiance de Lefebvre. Il ne vendait pas seulement des voitures. Il transformait de l'argent sale en luxueux tas de métal et le réinjectait dans le système. C'est pour cela qu'il voulait tellement remporter l'appel d'offres public. Un accord avec le qui travaille pour la marine leur aurait fourni un bouclier légal parfait. Personne ne contrôle facilement une entreprise qui travaille pour l'État. Et pire encore, poursuivit Dubois en baissant la voix, Lefebvre n'est qu'un pion. Nous essayons de démêler la structure secrète de la société, mais les indices nous mènent à un fonds basé en Europe de l'Est. Et à la tête de ce fonds se trouve. Dubois murmura un nom. Lorsque j'entendis ce nom, je sentis l'atmosphère de la pièce se refroidir. Il s'agissait d'un baron international du trafic d'armes et de la contrebande, qualifié des intouchables dans les rapports des services de renseignement. C'est pour ça que Lefebvre a dit ce n'est pas fini, murmurai-je. Parce qu'il ne sait pas comment rendre des comptes à ses patrons. J'ai détruit leur bouclier. Dubois secoua la tête. Vous devez être prudent, amiral. Vous n'avez pas mis les pieds dans un de guêpe, vous avez mis le feu au g. Ces types ne portent pas plainte quand leurs affaires tournent mal. Ils essaient d'autres méthodes. Quand je suis sorti du bureau, il faisait nuit. J'ai semé mes gardes et pris ma voiture pour faire un tour et me changer les idées. Grosse erreur. Alors que je roulais dans les ruelles de Paris, je remarquai que le SUV noir derrière moi me suivait pour la 3e fois dans le même virage. Je ne crois pas aux coïncidences. Surtout le soir même où j'avais démantelé un réseau de blanchiment d'argent d'1 milliard de dollars. J'ai donné un coup de volant vers la droite. La voiture derrière moi a fait de même. J'ai accéléré. Elle aussi. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Mais l'écran était noir. Pas de service. Un brouilleur de signal. C'était des professionnels. Ce n'était pas une simple filature. C'était une traque. J'ai essayé de garder mon sang-froid. Je connaissais les rues de Paris comme ma poche. Mais eux aussi semblaient les connaître. Ils m'éloignaient des grandes artères et me poussaient vers cette zone industrielle isolée au bord de la Seine. Très bien, me suis-je dit en rétrogradant et en faisant vrombir le moteur. Vous voulez jouer? Jouons. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le pare-choc du SUV allait presque toucher ma voiture. Je ne voyais pas qui était à l'intérieur, mais je sentais leurs intentions. Ils voulaient me faire sortir de la route. Une exécution déguisée en accident de la circulation. À ce moment-là, le feu rouge s'est allumé au croisement devant moi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Au moment où j'ai débouché sur le croisement, j'ai sursauté en entendant le klaxon d'un camion qui arrivait par la droite. Au dernier moment, j'ai braqué et j'ai évité le camion de justesse. Le SUV derrière moi a dû freiner brusquement. Ces quelques secondes ont sauvé ma vie. Je me suis rapidement retrouvé sur un boulevard bondé, là où il y avait des lumières et des gens. En voyant la foule, le SUV a abandonné la poursuite et a disparu dans une rue sombre. J'ai garé la voiture sur la droite. Mes mains tremblaient sur le volant. Pas à cause de la peur, mais de l'adrénaline. Mon téléphone a retrouvé du réseau. J'ai immédiatement appelé le lieutenant Moreau. Amiral, code rouge, Moreau, ai-je dit, à bout de souffle. Je ne rentre pas chez moi, je me rends dans un refuge. Et appelez Dubois. Dites-lui que les termites ont fait leur travail. Le propriétaire est mécontent. Après avoir raccroché, j'ai regardé les gouttes de pluie sur ma vitre. Le regard arrogant d'Antoine avait désormais laissé place à un sérieux mortel. Une simple visite dans une galerie m'avait propulsé dans le collimateur d'une organisation criminelle internationale. Lefebvre avait raison. Ce n'était pas fini. Au contraire, la guerre commençait maintenant avec de vraies balles. Mais ils avaient oublié une chose. Je suis un amiral. Et nous ne battons jamais en retraite sous le feu. Quand on entre dans la tanière d'un loup, ce n'est pas la faute du loup s'il mord. C'est dans sa nature. Mais quand on tend une embuscade à un amiral, ce n'est pas un fait naturel, c'est une tentative de suicide. Cette nuit-là, ceux qui avaient tenté de me faire dévier de ma route avaient commis une grave erreur tactique. Ils pensaient m'avoir effrayé. Mais tout ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était réveiller le géant endormi. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, le visage du commissaire Dubois était livide. « Ces types sont fous », répétait-il. « Ils ont tenté d'assassiner
Un représentant de l'État. Je lui ai tendu un verre d'eau et je me suis assise calmement. La peur ne sert à rien, Dubois, ai-je dit. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une stratégie. L'ennemi pensait que j'étais paniqué et que je me cachais. Le scénario qu'ils avaient en tête était le suivant: la femme a peur, elle est intimidée, elle va maintenant battre en retraite. C'est précisément cette hypothèse qui était ma plus grande arme. Nous allons leur donner ce qu'ils veulent, et je dis à l'équipe assise autour de la table. Nous allons leur donner une victime effrayée. Le plan était simple, mais risqué. J'allais m'utiliser comme appât. Aux premières lueurs de l'aube, nous avons lancé une fuite d'informations contrôlée. Nous avons chuchoté à un journaliste de confiance la rumeur selon laquelle l'amiral Casta détenait la liste secrète des clients de l'Auto Royal, c'est-à-dire les documents indiquant à qui avaient été vendues les voitures fantômes. Nous avons également fait courir le bruit que je remettrais ces documents au procureur ce soir-là, à 23 heures, dans un ancien entrepôt au bord de la Seine. Était-ce un mensonge? En partie. Nous n'avions pas encore les documents en notre possession, mais nous devinions où ils se trouvaient. Cependant, l'ennemi n'avait pas besoin de le savoir. La seule chose qu'il savait, c'était que si ces documents parvenaient au procureur, non seulement Lefebvre, mais aussi le baron intouchable qui le soutenait serait condamné. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Il devait me faire taire. Et ce soir même, alors que j'attendais seul sur le quai, mon cœur battait non pas de peur, mais de l'adrénaline que ressent un chasseur qui attend sa proie. En apparence, j'étais seul. Je n'avais aucun moyen de défense. Je n'avais qu'une mallette à la main. Mais dans l'ombre, il y avait une force invisible. Derrière les conteneurs qui entouraient le quai, une équipe spéciale de 12 personnes appartenant au service de renseignement de la marine et les policiers les plus fiables de Dubois étaient postés en embuscade. Dames tireurs d'élite étaient positionnés sur les toits. Le lieutenant Moreau était à l'autre bout du micro dans mon oreille. La cible approche, amiral, dit la voix de Moreau. 2 véhicules, un SUV noir et une camionnette. Ils sont entrés par l'entrée nord. Je pris une profonde inspiration. Attendez, dis-je. Laissez-les entrer complètement. Bloquez les issues. Les phares des véhicules apparurent dans le brouillard. Ils s'approchèrent lentement de moi. Ils s'arrêtèrent juste devant moi, bloquant ma voie de sortie. Les portes s'ouvrirent. 4 hommes masqués. Un visage familier en sont sortis. Ce n'était pas monsieur Lefebvre. Lui, ce n'était qu'un lâche. La personne qui descendait était l'homme que Lefebvre craignait. Le chef des tueurs déguisé en gestionnaire de fonds d'Europe de l'Est. Il portait un costume, mais avait un pistolet avec silencieux à la main. Il s'est dirigé vers moi. Il avait un sourire répugnant sur le visage. Amiral Casta, dit-il dans un français teinté d'accent. Mauvaise nuit pour prendre l'air marin, n'est-ce pas? Je serrai fermement mon sac. Je devais jouer mon rôle. Que voulez-vous? Demandai-je en laissant ma voix trembler. Juste le sac, a répondu l'homme. Et ensuite, nous lirons peut-être dans les journaux l'histoire tragique d'une femme tombée dans le fleuve. Ces hommes ont pointé leurs armes. À ce moment-là, ils étaient prêts à appuyer sur la gâchette. Donne-moi le sac, a-t-il crié. Je posai lentement le sac par terre. Je reculai d'un pas. L'homme se pencha vers le sac avec un air triomphant. À ce moment-là, j'ai donné l'ordre d'un seul mot dans le micro que j'avais à l'oreille. Maintenant, d'abord, un projecteur géant a éclairé le quai comme en plein jour. Les hommes ont couvert leur visage de leurs mains, comme s'ils étaient aveuglés. Au même moment, une équipe spéciale surgit de derrière les conteneurs et cria « Lâchez vos armes !» Police! Les lasers des tireurs d'élite postés sur les toits ont formé des points rouges sur la poitrine des hommes. Et l'homme du baron était figé sur place. Il savait que s'il levait son arme, son cerveau serait pulvérisé. À terre, a crié le chef de la police. Ils n'ont même pas pu résister. En quelques secondes, ils étaient tous à terre, menottés. Ce tireur arrogant gisait maintenant face contre terre, les bottes d'un soldat sur le dos. Je m'approchai lentement de lui. Je ramassai le sac qui se trouvait par terre. Savez-vous ce qu'il y a dans ce sac? Demandai-je à l'homme allongé par terre. Il n'a pas pu répondre. J'ai ouvert le sac. Il ne contenait que de vieux journaux. Rien, dis-je en souriant. Tout comme votre courage. Il est vide. Dubois s'approcha de moi. Son visage affichait une expression détendue. Amiral, nous avons récupéré les téléphones des tueurs. Les derniers appels enregistrés mènent directement à la ligne privée de Lefebvre. Il marqua une pause. Et un numéro plus au placé. Pouvons-nous arrêter Lefebvre maintenant? Demandai-je. Avec ces preuves, nous allons le sortir de son lit cette nuit, a répondu Dubois. Mais le gros poisson, c'est ce numéro. Je pris le téléphone de l'homme gisant au sol. L'écran clignotait. Un message venait d'arriver. L'expéditeur était enregistré sous le nom de Big Boss. Le message disait « L'opération est terminée ». J'ai regardé le téléphone. Puis je me suis tourné vers Dubois. C'est à nous de répondre, ai-je dit. Cette nuit-là, sur le quai, nous n'avions pas seulement démantelé un gang criminel. Nous leur avions également montré à qui ils avaient affaire. Les chasseurs étaient devenus les proies.
Mais le téléphone que je tenais dans ma main indiquait que l'histoire n'était pas encore terminée, mais qu'au contraire, nous avions atteint son point culminant et le plus sombre. Lefebvre était arrivé au bout du chemin, mais l'auteur du message était toujours en liberté. Et cette personne n'était pas un simple parrain de la mafia. En arrêtant Lefebvre, nous devions le faire parler. Et je savais que les lâches comme Lefebvre ne parlaient pas par peur de la prison, mais par peur d'une chose plus grande encore. Le piège a fonctionné. Le bluff de l'amiral Casta avec le sac vide a poussé les tueurs à gages dans les bras de la police. Mais ce dernier message, qui est le grand patron? Et Lefebvre va-t-il parler pendant l'interrogatoire de la police ou sera-t-il réduit au silence? La peur est une substance chimique intéressante. Elle rend certains silencieux, tandis que d'autres se mettent à chanter comme des rossignols. Monsieur Lefebvre, assis sur cette chaise, tremblait non pas de peur d'être emprisonné, mais de peur de mourir, car il savait à qui appartenaient les tueurs à gages arrêtés sur le quai cette nuit-là. Et s'il parlait, il savait que sa vie à l'extérieur serait plus courte que celle qu'il menait à l'intérieur. Dubois se tourna vers moi. Il veut son avocat. Il ne parlera pas. Il veut son avocat, dis-je en posant ma tasse de café. Parce qu'il croit encore que le système le protégera. Mais si on lui montre que ce n'est pas le système, mais son patron qui l'a éliminé? Je sortis de ma poche le téléphone que nous avions trouvé sur le quai. Le téléphone du chef des tueurs à gages. Je vais entrer avec ce téléphone, et je dis, toi, reste en ligne. Lefebvre détourna le regard en me voyant. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme arrogant de la galerie. Je ne dirai pas un mot avant l'arrivée de mon avocat, dit-il d'une voix tremblante. Je tirai une chaise et m'assis juste en face de lui. Je posai le téléphone que nous avions trouvé sur la table. L'écran était tourné vers lui. Vous pouvez appeler votre avocat, Lefebvre. Et je dis calmement. Mais je pense que vous attendez un appel plus important en ce moment. Lefebvre regarda le téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent. Il reconnaissait cet appareil. C'était celui du tueur à gages. Regarde. Dis-je en ouvrant l'écran du téléphone. As-tu lu le dernier message de ton patron? Je lui ai montré le message, la transaction est-elle terminée? Lefebvre déglutit. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne fais que vendre des voitures. Je souris. Un sourire froid et impitoyable. Je sais, dis-je. Tu n'es qu'un pion. Et aux échecs, les pions sont les premiers à être sacrifiés pour protéger le roi. La personne qui a envoyé ce message ne se soucie pas de savoir si tu es en vie ou non, Lefebvre. Elle veut savoir si tu te tais. Je me suis penché vers lui et lui ai parlé à voix basse. Quand les tireurs ont été arrêtés sur le quai, tu sais quelle a été leur première réaction? Ils ont donné ton nom. Ils ont dit c'est Lefebvre qui a donné l'ordre. C'était un mensonge. Les tireurs n'avaient pas dit un mot. Mais Lefebvre ne le savait pas. Mensonge? S'écria Lefebvre. Je n'ai donné aucun ordre. Ce sont les hommes du baron. Le mot baron avait franchi ses lèvres. Le baron? Ai-je demandé, comme si je ne savais pas. Quel baron? Le gestionnaire de fonds d'Europe de l'Est. Ou quelqu'un de plus haut placé? Lefebvre se tut. Il avait compris son erreur. Je pris le téléphone. Très bien, dis-je. Puisque tu ne parles pas, je parlerai. J'écrirai une réponse à ton patron. Je commençai à taper quelque chose sur l'écran. Lefebvre observait mes doigts avec effroi. Qu'est-ce que vous écrivez? Je lui écris la vérité, répondis-je. J'écris, Lefebvre s'est fait prendre. Et pour se tirer d'affaire, il raconte tout. J'ai posé mon doigt sur le bouton envoyer. Non. A crié Lefebvre. Il a sauté par-dessus le bureau pour essayer de prendre le téléphone, mais Dubois est immédiatement entré et l'a remis à sa place. Ne faites pas ça. Supplia Lefebvre, les larmes aux yeux. S'ils voient ce message, ils ne me laisseront pas en vie. Ils tueront ma famille. Cet homme. Vous ne savez pas qui est cet homme. Alors dis-moi qui tu es. Lui dis-je sans raccrocher. Donne-moi ton nom, je te protégerai. Je te ferai entrer dans le programme de protection des témoins. Une nouvelle identité, une nouvelle vie. Mais si tu ne parles pas maintenant, j'enverrai ce message et tu seras livré à ton sort. Lefebvre tremblait. D'un côté, la mort, de l'autre, la prison. Mais la prison, au moins, c'était respirer. Il prit une profonde inspiration. Ses épaules s'affaissèrent. Il avait capitulé. Son nom, dit-il dans un murmure. Son nom est Victor. Victor Volkov. Je croisais le regard de Dubois. Victor Volkov. Pas seulement un criminel, mais un oligarque russe bénéficiant de l'immunité diplomatique qui se promenait dans le cercle de la haute société parisienne sous le masque d'un homme d'affaires. Le véritable propriétaire de ces voitures fantômes qui utilisait l'auto royale pour blanchir de l'argent sale. Où sont les documents? Demanda Dubois. Dans mon bureau. Répondit Lefebvre, désormais résigné. Dans le coffre-fort secret derrière le mur. Tous les registres de transfert, les documents signés par Volkov. Tout est là. C'est lui qui m'y a contraint. Je vous jure, je n'ai fait que. Je l'interrompis.
Ça suffit. Je quittai la pièce. Dubois me suivit. Volkov, dit Dubois en secouant la tête. Il est impossible de le toucher, amiral. Il a un passeport diplomatique. Il vit sous la protection de l'ambassade. La police ne peut pas entrer là-bas. En marchant dans le couloir, j'ai regardé la carte de France accrochée au mur. La police ne peut pas entrer, vous avez raison, Dubois, dis-je. L'immunité diplomatique est un bouclier contre la police. Je m'arrêtai et me tournai vers lui. Mais je ne suis pas policier. Je suis amiral. Et si les crimes de Volkov sont liés à la contrebande dans nos eaux territoriales, ce n'est plus une affaire judiciaire, mais une question de sécurité nationale. Les yeux de Dubois se sont mis à briller. Il avait compris ce que je voulais dire. Donc, dis-je, Volkov va tenter de s'enfuir de Paris cette nuit. Dès qu'il apprendra l'arrestation de Lefebvre, il sautera dans son avion privé et s'envolera. Nous ne pourrons pas l'intercepter dans les airs. Nous devons l'arrêter au sol au moment où il s'enfuit. Je regardai ma montre. Il reste 3 heures avant l'aube. Tu ferais bien de te préparer pour le grand final, Dubois. Parce que cette fois, nous n'allons pas seulement lui passer les menottes. Nous allons renverser un empire. Lefebvre avait parlé. Nous avions son nom. Mais Dubois avait raison, les hommes comme Volkov vivaient dans les lacunes des livres de droit. Le traduire en justice prendrait des années. Mais je n'avais pas autant de temps. La justice ne devait pas être retardée. Nous devions frapper Volkov là où il ne pouvait pas s'échapper, au sommet de son arrogance. Et le rideau s'est levé. Le nom derrière tout cela, un oligarque intouchable, Viktor Volkov. L'amiral Casta prévoit d'entrer dans un endroit où la police ne peut pas pénétrer grâce à l'autorité de la marine. Pensez-vous que la carte sécurité nationale suffira à arrêter Volkov? Ou Volkov réussira-t-il à s'échapper? Retenez votre souffle pour le dernier épisode, je continue mon récit. L'orgueil est le voile le plus épais qui puisse recouvrir les yeux d'un homme. Ce matin-là, en montant les marches de l'avion, Viktor Volkov se prenait pour le roi du monde. Il avait appris que Lefebvre avait été arrêté, mais cela lui était égal. Il était un fantôme, muni d'un passeport diplomatique. La police française ne pouvait pas l'arrêter. Dès que son avion entrerait dans l'espace aérien international, il serait complètement libéré des décombres et des crimes qu'il laissait derrière lui. Mais il avait oublié une chose aux échecs, aussi puissant soit-il. Le roi n'a plus d'issue lorsque toutes les cases du plateau sont occupées. Volkov s'arrêta alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte de l'avion. Il avait remarqué l'agitation au bout de la piste. Ce n'était pas le son des sirènes qu'il entendit en premier, mais un rugissement plus grave, plus mécanique. Véhicules blindés de transport de troupes, recouverts de peintures de camouflage militaire, surgirent des 2 extrémités de la piste. Ce n'étaient pas des véhicules de police. Il s'agissait de véhicules tactiques de l'unité des forces spéciales de la marine. Les gardes de Volkov ont saisi leurs armes. Mais ils se sont figés lorsque le projecteur d'un hélicoptère militaire apparu dans le ciel s'est braqué sur eux. La porte d'un des véhicules blindés noirs s'est ouverte. Et je suis descendu. Je ne portais plus mes vêtements civils. J'étais en uniforme officiel d'amiral, avec les étoiles sur les épaules, mon pistolet de service à la ceinture et ma casquette. Ce matin-là, sous la pluie, je me tenais face à Volkov. À mes côtés, il n'y avait pas le commissaire Dubois, mais le procureur spécial du ministère de la Défense. Volkov, surmontant sa surprise, revint à son arrogance habituelle. Du haut des marches, il me cria « Pour qui vous prenez-vous? Je bénéficie de l'immunité diplomatique. Vous ne pouvez pas arrêter cet avion. C'est un casus belli. » Je me suis lentement dirigé vers les marches de l'avion. Il ne restait plus que quelques mètres entre nous. La guerre, monsieur Volkov, dis-je d'une voix suffisamment forte pour couvrir le bruit des moteurs. Nous sommes déjà en guerre. Mais vous venez seulement de vous en rendre compte. Je lui montrai la valise que je tenais à la main. L'immunité diplomatique vous protège des lois d'un pays. Mais elle ne vous protège pas contre les accusations d'espionnage et de financement du terrorisme menaçant la sécurité nationale. Volkov a ri. Un rire nerveux. Espionnage? Je suis un homme d'affaires. Où sont vos preuves? J'ai sorti de ma poche une copie des documents trouvés dans le bureau de Lefebvre, dans ce coffre-fort secret. Lefebvre aimait beaucoup parler, dis-je. Il m'a expliqué que ces voitures fantômes servaient non seulement à blanchir de l'argent sale, mais aussi à faire entrer dans le pays des pièces détachées de technologies militaires soumises à embargo. Et cela, dis-je en le pointant du doigt, fait de vous plus qu'un simple contrebandier, une menace nationale. Volkov pâlit. Le statut de menace nationale était le seul acide capable de dissoudre tous les boucliers diplomatiques. Le procureur s'avança. Viktor Volkov, vous êtes en état d'arrestation pour les crimes que vous avez commis contre la République française. Votre immunité vient d'être levée par décision du Conseil des ministres. Volkov regarda derrière lui. Il voulait s'enfuir dans l'avion.
Mais à la porte de l'avion, il n'y avait plus d'hôtesse, mais 2 commandos en tenue de combat. C'est fini, Volkov, dis-je. La partie est terminée. Les gardes ont posé leurs armes par terre. Volkov, dans son costume coûteux, a été contraint de s'agenouiller sur la piste mouillée. On lui a passé les menottes en acier froid qui frottaient contre sa montre en or, à laquelle il tenait tant. Nos regards se croisèrent. Pourquoi demanda-t-il alors qu'on le faisait monter dans le fourgon de police. Tout ça à cause de l'erreur d'un simple vendeur de voitures. Tout ça pour ça. Je me suis approché de lui. J'ai prononcé mes derniers mots, non, Volkov. Ce vendeur de voitures n'a fait que craquer l'allumette. Mais c'est l'incendie provoqué par ton arrogance qui t'a causé la perte. La prochaine fois, fais attention à qui tu méprises. La justice est parfois lente, mais lorsqu'elle arrive, elle est totale. Volkov est actuellement dans une prison de haute sécurité où il attend son procès pour une peine d'emprisonnement à perpétuité. Tous ses biens ont été saisis. Lefebvre, il a bénéficié d'une réduction de peine pour avoir avoué, mais il passera tout de même les 10 prochaines années derrière les barreaux. Le garage Loto Royal a été fermé, ses enseignes ont été retirées. Et Antoine, je l'ai vu la semaine dernière. Alors que j'étais arrêté à un feu rouge dans ma voiture banalisée, il nettoyait les vitres d'un fast-food. Il ne m'a pas vu, mais son visage fatigué et repentant portait les traces de la leçon qu'il avait apprise. Quant à moi, ce modèle répondra à vos besoins, monsieur, m'a dit le jeune vendeur avec sincérité. Il est économique et sûr. Merci. Ai-je répondu en souriant. Je le prends. Pouvons-nous commencer les formalités de crédit m'a-t-il demandé. Ce n'est pas nécessaire. Ai-je répondu. Je vais payer en espèces. Lorsque je suis sorti du concessionnaire, j'avais dans ma poche les clés de ma nouvelle voiture, modeste. Elle n'était ni luxueuse, ni blindée, mais elle me ramenait chez moi, vers la tranquillité. En roulant dans les rues de Paris, je me suis regardé dans le rétroviseur. Les rides au coin de mes yeux portaient les traces de la guerre que j'avais menée. Mais dans mon regard brillait la sérénité d'une victoire méritée. Un amiral caché sous un trench coat avait donné cette leçon au monde entier. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la voiture que vous conduisez, ni dans le costume que vous portez, ni dans les cartes qui se trouvent dans votre portefeuille. Le vrai pouvoir réside dans votre caractère. Et le caractère ne s'achète pas. Cette histoire s'arrête ici. Mais votre histoire continue. Un jour, si quelqu'un vous méprise, s'il essaie de vous faire sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, souvenez-vous de ce moment. Et souriez. Car seul le temps révèle qui est vraiment qui. Je suis Laetitia Casta. Et c'était ma justice. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Si vous êtes également soulagé que justice ait été rendue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec un ami à qui vous souhaitez faire passer ce message. Si vous avez vécu des histoires similaires ou vous avez obtenu ce que vous méritiez, partagez-les avec nous dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles histoires, prenez soin de vous.